Bienvenue au Prix du Livre de la ville de Lausanne. Ce podcast est proposé par le service des bibliothèques et archives. Nous accueillons Roland Buty. Son roman « Les petites musiques », paru aux éditions Zoé, est en lice pour la 12e édition. Bonjour Roland Buty, bienvenue à cette première de grande rencontre de cette 12e édition du prix. Ça me fait évidemment très plaisir d'entamer cette session de rencontre avec vous. Bienvenue ici, bienvenue à Plateforme. Ce matin, nous allons échanger avec vous autour de votre dernier roman, Les petites musiques, publié aux éditions Zoé à Genève en janvier 2025. Avant d'entrer dans le livre, plus précisément, quelques petits mots sur vous. Roland Buty, vous êtes né à Lausanne, ici. Vous avez suivi des études à l'université de Dorigny en histoire et vous enseignez toujours dans un gymnase lausannois l'histoire. Ça vous plaît encore d'enseigner ? Énormément, oui. C'est extraordinaire. Vous avez publié déjà plusieurs romans, un premier recueil de nouvelles, Les âmes lestées, et ensuite plusieurs romans. En 2004, Un nuage sur l'œil, Luce et Célie, L'amour émietté, Le milieu de l'horizon en 2013 et Grand National en 2019, tous publiés aux éditions Zoé, fidèles à votre éditrice. Ah oui, vraiment, c'est la meilleure maison d'édition, à mon avis, en Suisse romande, parce qu'ils suivent les livres. Vraiment, une fois qu'ils sont publiés, ils les accompagnent, parce que ce qui est important ensuite, c'est la vie d'un livre, les mois qui suivent, les années qui suivent. Ils ont une agence à Paris pour les traductions, donc c'est vraiment très... Et puis c'est une famille, quoi. Avec le temps, on connaît tout le monde et on est très bien. Et justement, on parlait de suivre l'histoire d'un livre. Le milieu de l'horizon, justement, a été notamment traduit dans plusieurs langues, 7, je crois, mais aussi adapté au cinéma. C'est une expérience enrichissante de voir son livre sur grand écran. C'est enrichissant et traumatisant. Parce que d'une certaine façon, c'est assez incroyable de pouvoir voir les personnages qu'on a inventés en réel, incarnés par des acteurs. Et puis c'était vraiment très très bien d'aller sur le tournage, de découvrir comment ça fonctionne, un film avec la production sur des années, un monde totalement différent de celui de la littérature, avec beaucoup d'argent, donc c'est très spécial. Et puis en même temps, c'est traumatisant parce que c'est naturellement unilatéral. Je veux dire, il y a une vision du livre. Et puis moi, quand j'écrivais, j'avais pas du tout, par exemple, l'actrice principale, Laetitia Casta, comme dans la tête. Donc tout d'un coup, c'est unilatéral. Et puis, quand c'est unilatéral, on est toujours un petit peu déçu. Exactement comme quand, enfant, on lit les contes de Perrault. Et puis on lit Le Petit Poucet, et puis on lit, il y a l'ogre qui arrive, et puis dans sa tête, on se fait une image de l'ogre. Et puis si en face, il y a une gravure, par exemple celle de Gustave Doré, qui nous montre l'ogre, en fait, on est un peu déçu, parce qu'on dit, ouais, c'est un gros monsieur, quoi, c'est tout ça. Alors que dans sa tête, c'était autre chose. Donc voilà, et puis ensuite, c'est un film, c'est une adaptation, donc c'est une lecture du livre. Et moi, j'ai pu constater avec Le milieu de l'horizon, puis avec d'autres, qu'il y a toujours des tas de lectures différentes et que pratiquement chaque lecteur fait une lecture différente du livre qui finit par plus vous appartenir. Et là, c'était une lecture de la scénariste et de la réalisatrice, 2 femmes. Et donc, elles ont changé l'histoire, etc. Et en fait, si j'ai bien compris, dans un film, on ne contrôle pas grand-chose. Contrairement à quand on écrit, où on est maître à bord. Et quand il y a un film, tous ceux qui mettent de l'argent ont un droit de regard sur le scénario. Donc, il y a eu 18 versions de scénario. Et puis ensuite, encore sur le tournage, les choses changent parce qu'il y a des aléas du tournage. Par exemple, dans Le milieu de l'horizon, il y a un chien qui joue un rôle important. Alors ils avaient sur place, parce que le tournage s'est fait en Macédoine du Nord, quelqu'un qui avait dit « Ah, moi j'ai un chien qui est hyper bien dressé, il peut tout faire ». Ils arrivent sur place, le chien ne fait rien. Donc c'est impossible de tourner avec le chien, donc il faut modifier le scénario au dernier moment, etc. Donc je suis très content de ne pas être cinéaste et plutôt écrivain. Ça, vous avez jamais souhaité écrire un scénario ?
Non, 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 je pense que c'est un autre métier. Il y a des écoles pour faire ça, des écoles de scénaristes. Ensuite, j'imagine que si on invente une bonne histoire, cette bonne histoire, elle est ensuite adaptable au cinéma. Le truc, c'est d'avoir des bonnes histoires. Ça, c'est le plus difficile, en fait. Hein. Alors, c'est Hemingway, c'est ça. Le seul truc, c'est avoir une bonne histoire. Alors justement, cette histoire, les petites musiques, entreront un petit peu dans ce livre qui nous emmène à Sainte-Croix, dans le Jura vaudois. Vous connaissez bien cette région ? Assez, oui. Alors, je ne suis pas né là. Vous avez dit que je suis né à Lausanne, etc. Mais il se trouve que mes parents ont construit un chalet dans les années 70, là en haut, et que donc je monte depuis l'âge de 6 ans là-bas. Et c'était des moments de vacances, en réalité, ou de week-end, donc plutôt tranquille. Et moi, j'ai très attaché à la nature du Jura. Voilà, les paysages et puis la nature. Et puis, au fond, c'est ce que je voulais faire dans ce livre avant tout. C'était parler du Jura, de la nature, particulière, là, à 1000 mètres, 1200 mètres. Mes souvenirs d'enfance aussi avec une nature qui est l'hiver notamment, où il y avait vraiment de la neige. Moi, j'ai des souvenirs de mètres et mètres de neige. Alors peut-être que j'étais tout petit puis que ce n'était pas des mètres. Hein, mais voilà, et l'atmosphère, en fait, de là-haut. Puis ensuite, voilà, une fois qu'on a envie de parler de quelque chose qui est intime, ben, on cherche une histoire pour la raconter. Donc la Genèse, c'est d'abord Sainte-Croix, cette région-là. Voilà, c'est de parler de ces gens là en haut et de cette nature au départ. Et donc votre histoire se déroule dans les années, sur plusieurs années. Hein, au début du roman, on est au début des années 50 à peu près, jusque dans les années 70. C'est important pour vous de placer vos romans dans un cadre historique donné. C'est votre fonction, enfin c'est votre rôle aussi d'historien. Je sais pas, j'ai l'impression que je choisis pas. En fait, quand je me mets à écrire, ça vient comme ça, puis je fais ce qui est moi. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime dans un roman, puis je pense que c'est pour ça qu'on lit des romans, c'est de pouvoir se plonger dans un monde qu'on connaît pas, ou une époque qu'on ne connaît pas, et pouvoir entrer dans la tête de personnes qui sont différentes de nous. Et je trouve que c'est ça qui est absolument magique dans la littérature et dans le roman. Enfin, si d'un coup on lit un roman japonais, ben, on adore découvrir le Japon. Qu'est-ce que c'est vivre en japonais? Puis si on lit un roman américain dans les grandes plaines du Montana, ben, d'un coup on veut savoir. Et historique, oui, parce que moi, j'aime bien ce petit décalage de 50 ans, comme ça, qui fait qu'on est dans un monde, en fait, très différent, parce que voilà, l'histoire qui est racontée, elle serait nettement plus possible aujourd'hui. On est dans un tout autre univers mental, mais en même temps, c'est très proche. Donc, il y a plein de gens, j'imagine, dans la salle, qui se souviennent de ces années, et à travers des rencontres que j'ai déjà pu faire, qui ont connu quelqu'un qui a vécu ça, ou qui ont entendu, et qui ont, dans leur mémoire intime, quelque chose qui résonne du livre. Et je trouve que c'est ça, le roman historique, vraiment, c'est... Par exemple, on dit l'inventeur du roman historique, c'est Walter Scott. Alors on connaît de Walter Scott, Ivanhoe, le médiéval, mais en fait les romans qui avaient le plus de succès, c'était les romans comme Waverley, etc., qui racontaient la guerre entre Écossais et Anglais. Mais si on regarde, nous on a le recul temporel, donc c'est un peu bizarre, mais à l'époque c'était 50 ans, 60 ans avant ce qu'ils racontaient. Début 19e, puis c'était fin 18e. Et le succès des romans était que, en fait, la plupart des gens avaient des parents ou des grands-parents qui avaient vécu la période, ils avaient cette mémoire dans la tête. Donc, parce qu'un roman historique qui se passe au Moyen-Âge, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et on ne fait plus voilà. Plus de liens. Et en fait, là, c'est les années 70. Donc tout le monde, enfin si on a un certain âge, on a une vision de ça, une résonance dans la tête. Et donc c'est pour ça que c'est un roman historique qui fonctionne, à mon avis. On n'a pas besoin non plus de changer de mentalité. Parce que si on veut faire un roman qui se passe au XIIIe siècle, c'est radicalement impossible d'entrer dans la tête d'un homme du XIIIe siècle, parce qu'il est tellement différent de nous qu'on ne comprendrait rien. Et justement, donc, dans ce Sainte-Croix des années 50-60, vous nous racontez aussi tout un pan de l'histoire industrielle suisse et aussi son déclin. Mais du coup, comment est-ce que vous avez travaillé? Vous avez fait des recherches historiques ou vous connaissiez, vous aviez une intuition de ce qui se passait? C'est aussi beaucoup de rencontres et de témoignages?
Non, rien du tout de tout ça. En fait, j'ai rencontré personne, mais j'ai effectivement fait quelques recherches, le minimum. Par exemple, c'est des trucs un peu étranges, mais à la bibliothèque cantonale, ils ont les rapports annuels de la société Payard, qui fait le bilan chaque année des nouveaux modèles, de la conjoncture économique, etc. Donc ça, j'ai pu regarder pour être certain que la chronologie colle au modèle dont je parle et à l'histoire économique que je décris. Ensuite, je me suis un tout petit peu renseigné sur ces caméras. J'ai vu un petit film où quelqu'un monte et démonte une caméra, des choses comme ça. Et en fait, quand on se documente, parce que le livre, moi, je l'ai écrit sur une période de 5-6 ans. Donc je laisse longtemps, je suis très lent, puis je laisse les choses mariner, puis tranquillement mûrir. Et en fait, ce que j'ai fait comme recherche, je prends pratiquement pas de notes, pratiquement pas, pour éviter que, en fait, ensuite, dans le livre, ça puisse apparaître comme didactique. Il faut un petit peu se souvenir de cette époque, regarder des journaux de l'époque ou les rapports de Payard, s'imprégner pour qu'ensuite, quand on raconte l'histoire, ce ne soit pas des fiches, qu'on ne soit pas genre je vais vous expliquer ça, expliquer ça, parce que si on fait un roman puis c'est des personnages qui vivent à une époque ou dans le temps, quelqu'un qui vit dans une époque, il n'est pas documenté sur tout, il vit juste de manière très partielle, très limitée la réalité. Donc il faut se mettre dans ça. Et puis c'est vrai qu'ensuite, quand le roman est un petit peu fini, je vérifie 2-3 trucs. Parce qu'il y a toujours le lecteur qui a travaillé chez Bolex qui me dit « Voilà, cette caméra, elle est sortie au mois de janvier et pas en avril. Et pas en avril. » Et par exemple, il y a une erreur dans ce que je vais lire, juste parce qu'on va lire quelques passages. Mais là aussi, il y a j'ai vérifié. Et puis, il y a quelqu'un qui est passionné de musique qui m'a dit « Mais non, le disque, là, c'est pas possible parce que là, il est sorti à la fin de l'année, pas au début de l'année. » Petit anachronisme. Voilà, c'est un anachronisme. Mais après, on s'en fiche. Parce que si on est pris par l'histoire, voilà, il faut que ce soit crédible à un moment donné. Bravo, lectrices et lecteurs, vous êtes perspicaces. Dans ce Sainte-Croix, donc, on va suivre le destin d'une famille, Rocca, Masha, Jana et Ivo. Rocca, c'est le père, un immigré italien. C'était important pour vous d'avoir comme héros pas une famille suisse de Sainte-Croix, mais de thématiser finalement aussi cette immigration transalpine de travailleurs ? Alors d'abord, c'était une réalité effectivement à Sainte-Croix qui avait une population beaucoup plus nombreuse qu'aujourd'hui parce qu'il y avait toutes ces fabriques. Et mon souvenir d'enfant, c'était un peu quand même la présence de tous ces Italiens. Et c'était peut-être... moi, j'ai imaginé que cette communauté italienne, c'était pas trop mélangé aux Sainte-Cry, aux habitants de Sainte-Croix, et que voilà, ils apportaient dans la ville une certaine vie, etc., qui a disparu. Et ensuite, c'est vrai que si on écrit un roman, c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui est un peu en décalage, qui est un peu qui a le problème de l'intégration, et dont ensuite le déroulement de l'histoire, c'est assez important en fait qu'il soit pas absolument intégré, et ce qui fait que quand il va arriver des choses à Jana, ils vont pas pouvoir réagir comme aurait réagi une famille suisse qui est intégrée, qui peut avoir des recours juridiques, etc. Un peu plus de ressources. Et historiquement, là, quand je me suis documenté sur cette affaire d'internement administratif, je ne sais pas si on disait ça comme ça, souvent, c'était effectivement des familles plutôt modestes ou étrangères qui n'avaient pas même l'idée qu'on pouvait faire un recours contre une décision de ce type. Alors, on va effectivement parler de cette question de l'internement administratif, mais juste avant ça, j'aimerais qu'on s'arrête un petit instant sur le personnage de Masha, qui est donc la deuxième femme de Rocca, la mère de Jana et la belle-mère d'Ivo. Elle entre en scène de manière totalement cinématographique dans votre livre. On a l'impression un peu qu'elle tombe du ciel comme ça. Comment vous est venue l'idée de ce personnage qui est complètement décalé par rapport à cette société de Sainte-Croix ?
Je ne sais pas, franchement, mais en fait, c'est la première chose que j'ai écrite. Et cette scène, j'avais déjà voulu la mettre dans le roman précédent. Donc, vous voyez, c'est un peu obsessionnel. Mais je ne sais pas pourquoi. Alors, ensuite, il faudrait psychanalyser la chose. Mais voilà, c'est vrai que c'est assez cinématographique. Mais d'une certaine façon, je pense que globalement, j'ai une écriture qui est assez cinématographique parce que c'est chaque fois des scènes. Et moi, je suis assez visuel. Et on voit les images. Ouais. Voilà, et on voit les images. Et puis ensuite, je pense que même dans la création des personnages, vous avez pas Macha, voilà, mais je donne au fond assez peu d'informations sur leur physique mais plutôt corporellement la place qu'ils occupent dans l'espace. Par exemple, Roca est plutôt massif, Macha plutôt fine, et puis malgré ça, ils ont un tout petit appartement, enfin une toute petite maison. Seulement, Roca, quand il est arrivé d'Italie, il a dit il faut que j'achète une maison avec les murs super épais, parce que là, franchement, il fait super froid. Mais s'il y a les murs super épais, c'est tout petit dedans. Et donc, ils n'arrêtent pas de se cogner. Ce qui est aussi symbolique, voilà, de la non-intégration et de fait qu'on est un peu à l'étroit là-dedans. Donc, je ne me rappelle plus le début de la question. Oui, voilà. Cette scène, elle était pour moi un peu... Et puis ensuite, j'essaye de l'intégrer. Donc, je dis, OK, quand on construit l'histoire. Elle est assez sympa, cette scène. Ivo et Jana, donc les deux enfants. Ivo a donc à peu près 2 ans de plus que sa sœur, et c'est aussi à travers finalement son regard qu'on va découvrir Jana. Pouvez-vous, pour un petit contexte, nous expliquer un petit peu qui est Jana, comment elle est quand elle est enfant? Voilà, effectivement, d'abord, c'est un couple, Ivo et Anna, et moi, j'ai voulu écrire une histoire d'amour, en fait. Et qu'est-ce qu'il y a de plus incroyable qu'une histoire d'amour entre un frère et une sœur? Et Ivo va en fait, son demi-frère, demi-sœur, hein, mais il va tout faire pour la protéger. Il a une certaine fascination. En fait, lui, c'est l'aîné, mais elle est plus... Elle a clairement un ascendant sur lui. Elle a un ascendant, elle est beaucoup plus forte et libre, ce qui est généralement le cas des filles par rapport aux garçons, hein, même s'ils sont plus âgés, ils sont un peu moins dégourdis. Donc elle est très dégourdie. Et en fait, Jana, moi, je l'ai conçue comme ça. En fait, elle est libre. Et comme les enfants peuvent être libres, c'est-à-dire avec la liberté au singulier. Et voilà, la liberté au singulier, ça veut dire, c'est quelque chose qui n'existe pas en réalité, mais que les enfants peuvent à un moment donné avoir dans la tête. C'est que tout est possible et je peux absolument tout faire. Et c'est certainement pour cette raison qu'ils jouent autant, qu'ils se créent autant de mondes possibles, de possibilités possibles. Ils peuvent être chevaliers, ils peuvent être indiens, etc. Et on peut avoir l'impression, en tout cas moi c'est mon souvenir, que absolument tout est possible. Puis ensuite, en fait, la liberté, c'est un concept philosophique, mais en fait, ce qui existe, c'est au pluriel, les libertés. Et ça, c'est le droit, c'est juridique, c'est la société qui va dire vous avez des libertés. C'est-à-dire, on a à un moment donné, quand on grandit, des choix qui se restreignent, et puis on va commencer à avoir des libertés au pluriel. Là, ça je peux faire, ça je peux faire, ça je peux choisir. Et ça, c'est des libertés. Et la liberté en absolu, ça n'existe pas. Moi, je dis parfois à mes élèves que, OK, vous êtes libres. Moi, on est chacun libre d'être ici, n'est-ce pas, dans le gymnase, 8 heures le matin, etc. Mais moi, si j'étais libre au singulier, je serais dans les Caraïbes et je serais avec un petit bateau à faire du trafic entre les îles, vous voyez, genre Antoine, là où je sais pas, voilà. Je vois bien. Et pas ici. Par contre, je peux très bien librement dire aujourd'hui, j'ai eu cette liberté comme prof. Aujourd'hui, j'ai un peu mal aux cheveux, mal au crâne. Donc, au revoir, et puis je pars. Je peux dire, je me sens pas bien, voilà, puis je pars. Là, c'est une liberté parmi les libertés qu'on a au pluriel. Et Jana, elle est construite comme ça. C'est-à-dire que c'est la liberté qui peut pas, en fait, qui n'accepte pas qu'on limite les choix et qu'il y ait les libertés au pluriel. Et son sentiment de liberté, finalement, elle ne le retrouve que dans la nature. La nature est très présente dans votre roman et pour Jana. Et j'aimerais que vous nous lisiez un premier petit extrait, s'il vous plaît. C'était prévu. Parfait, page 61.
Je me lève, comme ça c'est mieux pour lire. Avec plaisir. Ivo s'est dégagé d'un roncier. Il a suivi la voie dans le sens de la descente, l'estomac gelé par l'appréhension. Fait un détour par un petit chemin de forêt, traversé une clairière, débouché sur un pâturage, escaladé un muret de pierre avec son fil barbelé qui serpentait au-dessus. Au milieu de graminées et de grandes gentianes jaunes, il a aperçu 2 jambes dressées. Allongée, Jana a mis quelques secondes à sortir d'elle-même avant de scruter son frère, sans manifester aucune surprise. Elle fonctionnait toujours exactement comme s'il venait à peine de se quitter. Sa transpiration dégageait l'odeur doucereuse du foin un peu macéré, mêlée à celle de champignons et d'humus. Elle avait dormi dans une grange. À nouveau vêtue, elle portait une jupe qui s'arrêtait à 15 cm des fesses et un chemisier étroit. Ses cheveux abondants, jamais coiffés, étaient constellés de fétus de paille. Elle a fermé les paupières. Elle s'est sentie légère, avec la tête flottante. Le froufroutement de toutes les plantes a pris la forme d'une immense respiration. Les insectes ne l'ont plus considérée comme étrangère à leur existence. Elle aimait rester étendue des heures sur le dos, les bras en croix, au centre d'une clairière, sous un arbre ou dans un creux. Plus rien ne lui semblait alors nécessaire. Elle a ouvert les yeux et son expression de bonté devait être reliée à tout cela. « Tu l'as ? » ? « Oui, oui, dans mon sac. »« Tu l'as volé ? » ?»« Non, 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 je l'ai payé. Montre. »« Tiens, il est beau. Tu as vu la photo ? Piece of my heart. » Son sourire est formidable, dit-elle en caressant la pochette. Elle était à Monterey. J'aurais tellement voulu y être. Ce festival, tu te rends compte ? La Californie. Ça devait être bien. Bien. Elle a levé les yeux au ciel. Bien. Tu rigoles. Ça devait être génial. Oui, génial. Une rockeuse, tu imagines ? Engluée dans rien du tout, libre. Elle fait ce qui lui passe par la tête. Ivo s'est coulé près d'elle. Le disque de Janis Joplin posé sur le ventre, Jana a sorti un carnet encore vierge. Avec le crayon glissé à l'intérieur, elle a écrit sur la première page. Nos corps serrés entre 2 pans de nature, comme un livre dans sa couverture. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir. J'aime beaucoup ce passage parce que justement, il y a toute la question de la nature qui est très importante. On a vraiment l'impression que justement, elle se sent à sa place que dans cette nature, un peu versus la ville, la conformité, la société. Oui, effectivement, on parlait de cette liberté des enfants. Les enfants, en fait, ils adorent jouer dehors. Quand on est petit, on veut absolument jouer dehors avec les copains, etc., dans quelque chose de beaucoup plus ouvert. Et les mamans doivent obliger les enfants de rentrer à la maison pour souper. Il faut rentrer, ils ne veulent pas rentrer. Et Jana, c'est ça. Elle déteste être enfermée, elle déteste ce qui est un peu carré, les machines, au fond, toute cette machinerie humaine, parce que dans la nature, il n'y a que des courbes, tout est fluide, et on peut vivre, en somme, cette liberté. Et tout est à la bonne taille. Voilà, elle dit tout est à la bonne taille, parce que voilà, c'est cette fluidité. Et en fait, voilà, les machines qui sont toujours trop grandes, ou les immeubles sont toujours trop grands, tout est trop grand par rapport à ce qui peut exister dans la nature. Et donc, cette Jana qui n'arrête pas de courir dans la forêt à moitié dévêtue va inquiéter d'une part ses parents, mais surtout va déranger la société. C'est le patron de Roca qui va un jour prévenir Roca, de lui dire attention, tiens ta fille. Finalement, le fait qu'elle ne soit pas dans le droit chemin devient une affaire collective. Oui, alors en fait, là, l'idée est la suivante, c'est que vous avez... Le cadre un peu historique du roman, c'est cet internement. Donc je vais dire quelques mots là, être Volontiers. Un tout petit moment le prof d'histoire. Mais en somme, il y avait dans le droit fédéral des années 40 un article
qui permettait d'emprisonner ce qu'on appelait les asociaux. Et puis, naturellement, ça remontait aux années 20 et c'était repris dans le droit fédéral des années 40. Et on entendait par asociaux les prostituées ou qui faisaient du racolage ou les alcooliques finis qui pouvaient, et qu'on allait interner comme ça. Et en fait, dans les années 50, 60, dans le droit cantonal, on va interpréter ça comme étant la possibilité aussi d'enfermer des jeunes gens, alors asociaux, parce qu'ils étaient un petit peu marginaux, disons, comme ça. Et donc, c'était sur le rapport de psychologues, d'assistants sociaux, etc., du préfet. Donc, c'était des autorités locales, vraiment. Les instituteurs aussi. Oui, les instituteurs qui dénonçaient. Puis, alors, on mettait d'abord dans une maison un petit peu d'éducation, ce qui est le cas de Jana. Elle va faire un passage par une maison d'éducation. On va lui essayer de lui apprendre à être une bonne fille de l'époque. Mais ensuite, il pouvait y avoir un enchaînement avec fugue, résistance ou exactement, la métaphore de la mécanique un peu qui se met en place administrative avec des rouages qui se deviennent incontrôlables. Et en fait, des jeunes garçons et des jeunes filles pouvaient comme ça se finir, pour les garçons en colonie pénitentiaire ou carrément pour les filles en prison avec les droits communs. Et la prison, c'était dans le canton de Berne. Et naturellement, cette affaire a été dénoncée à la fin des années 70. Dans le canton de Vaud, c'est le travail de notamment Anne-Catherine Ménétrez à 79-80. C'est aboli du droit cantonal. Puis dans le droit fédéral, ça disparaît en 81. Je pense. Donc ça a mis du temps quand même après le mouvement de 68 pour que ça arrive jusqu'en Suisse. Et du coup, notamment il y a eu des témoignages ensuite, et le gouvernement suisse, le Conseil fédéral, a nommé une commission, un peu sur le modèle de la commission Bergier, pour voir comment ça avait été possible, quelle ampleur ça avait pris, et retrouver tout ça. Et donc il y a eu pendant quelques années des historiens, des juristes, etc., qui ont fait des recherches et rendu un rapport en 2019, c'est 5-6 volumes, alors maintenant à la Suisse, un tiers en français, un peu en italien, un peu en allemand, plutôt en allemand d'ailleurs. Et là, ce rapport a permis de comprendre comment ça s'était passé, puis aussi une espèce de réparation pour ceux qui avaient été victimes de ça. Il y a eu des réparations financières, non ? Voilà, financières, et puis surtout une reconnaissance. Je pense que c'est parce que, voilà. Comment vous est venue l'idée de traiter de cette thématique ? C'est quelque chose qui vous habite depuis un moment ? Oui, ça ne m'habite pas trop, parce que quand même, mais parce que moi, j'ai pas été... Il n'y a pas de lien avec une histoire familiale ou personnelle ? Mais en fait, j'avais vu, il y a peut-être 15 ans, un temps présent qui s'appelait Les Barreaux de la honte, et qui est je ne me rappelle plus de qui est le temps présent, mais qui m'avait énormément remué, parce qu'on voyait le témoignage de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons. Et je m'étais dit, tiens, et puis voilà, je me suis dit, ça, c'est un truc, c'est assez romanesque, au fond. Est-ce que vous avez lu d'autres ouvrages de fiction en Suisse qui traitaient de ces thématiques ? On m'a évoqué une fois un livre, mais plutôt italien. Non, je n'ai pas lu en italien. Alors, je sais qu'il y a quelques ouvrages en allemand. Voilà, aussi une dame qui a écrit son histoire et qui a eu un certain succès, qui est quelqu'un de très très bien. Mais non, en fait, voilà. Puis après, comme je dis, il ne faut pas trop se documenter non plus. Le but, ce n'est pas de faire un témoignage, ce n'est pas de faire un livre d'histoire, mais de faire un roman avec un contexte qui se tient, qui soit crédible. J'aimerais, si vous êtes d'accord, que vous nous lisiez un deuxième extrait. C'est Jana qui est justement, c'est à la page 99, Jana qui est en effet enfermée à des fins d'éducation dans cette maison et qui s'échappe quand même la nuit parce qu'elle ne résiste pas. Page 99 Oui, 99. Ok. Alors là, je suis un petit peu perdu. Ah oui. Ouais. Parfait. Elle sort toutes les nuits. Elle quitte la grande chambre qui sert de dortoir, glisse assise sur la rampe de l'escalier jusqu'au rez-de-chaussée. Elle grimpe à l'arbre qui domine la maison. Le plaisir de se perdre quelque part dans le faîte, à califourchon sur une grosse branche.
D'un côté, la fraîcheur réverbérée du lac, et tout là-bas, très loin, de l'autre côté, une ligne plus sombre, l'immense pli du Jura. Les mille tumultes étouffés et discrets du dehors, les feuilles bruissant et cliquetant tout autour. Par la fenêtre ouverte, c'est comme si elle entendait les respirations des filles endormies. Il y a une petite voleuse, plus pâle qu'un linge. Un flacon de parfum, une houppette à poudrer, des chapardages à peine prémédités. Une débauchée, parce que ses parents la soupçonnent de voir des garçons en leur absence. Une casseuse. Elle s'énerve et détruit tout ce qui lui tombe sous la main, mais elle a aussi frappé sa mère avec un gourdin. Une abandonnée, livrée à elle-même. Elle cherche surtout à se donner un air bête et ne parle que de tuer son père. Une exhibitionniste, outrage public. Elle s'est caressée avec son petit ami dans un parc. Des respirations régulières et tranquilles. Une connivence secrète de douleurs inconsolées et inconsolables. La journée, elles sont obéissantes, mais voilà, n'est-ce pas? La méchanceté, c'est une accumulation. Ça vient un petit morceau après l'autre. Une brique de malchance, une brique d'abandon, une brique de chagrin, et encore une brique de chagrin. Et ça s'assemble. Toute une maçonnerie dans le corps qui obstrue le passage et raidit. Alors ça oui, des sourires de bonne fille parfois, mais des sourires encrassés. Et à force, un ternissement des cheveux, de la peau, du regard, à force de vivre avec tout ça à l'intérieur. Oui, elles sont obéissantes, elles font semblant. Ce qui est déjà pas mal. Tout le monde fait semblant. Les cours ménagers d'écriture, de lecture, les tâches domestiques. Mais elles sont aussi comme des mouches dans une bouteille. Elles se tapent contre le verre transparent, incapables de retrouver l'endroit par lequel elles sont entrées. Et elles sont là, à se taper contre ce qui n'est pas le ciel. Sans trouver l'étroite porte de sortie, et elles savent seulement s'arrêter de fonctionner quand elles dorment. C'est épuisant. Dans son arbre, elle ne bouge pas. Ses muscles durcissent. Elle fait la morte, reste immobile jusqu'à l'ankylose. Elle se met en congé de son corps. Elle se rétracte. Et lorsqu'elle redescend et regagne son lit, elle est surprise d'être encore elle-même. Merci beaucoup Roland Buty. Cet internement administratif, il a bien sûr des conséquences sur Jana et sa propre vie, mais aussi sur sa famille. Finalement, les parents, à la fin, doivent être d'accord d'interner leur fille ? Oui, alors, en fait, les autorités faisaient signer aux parents un papier comme quoi elle devait être dans une institution à fin d'éducation, pour la remettre dans le droit chemin. Et ensuite, s'il fuguait, ça continuait. À fin d'éducation, il fallait prendre un échelon supérieur. Et c'était une chose incroyable, c'est qu'il devait aussi financer. En fait, il payait un écolage ou un financement pour cette éducation. Donc, il finançait en partie l'emprisonnement de leur enfant et dans la prison, notamment de femmes à Berne, elles travaillaient en plus. Donc, on leur apprenait des tâches. Le travail à l'usine. Travail un peu mécanique, de nouveau. Voilà. Ivo va suivre un peu de loin l'internement de sa sœur, dans le sens où il y a aussi beaucoup de silence et de non-dit finalement dans cette famille. Il doit aller un petit peu à la pêche aux informations, finalement une forme de culpabilité aussi des parents. Ouais, le Roca, c'est un roc, hein, il est massif, voilà. Son vrai nom, c'est Roca Seca. Ouais, alors, ça, c'est les petits trucs que je me fais, moi, pour me faire plaisir, en fait. Mais Roca Seca, c'est une petite bourgade qui est au sud de Rome, qui est le lieu de naissance de Thomas d'Aquin. D'accord ? Et quand moi j'ai construit le personnage, j'ai pensé à Thomas d'Aquin, qui était un géant, comme ça. On l'appelait le taureau de la... Voilà, il était comme ça. Très, très gourmand. Hein, je crois que ses derniers mots avant de mourir, c'est « Est-ce que je peux encore avoir des beignets ?» Donc voilà, c'est quand même saint Thomas d'Aquin. Et en fait, c'était l'idée qu'il
ce géant comme ça, gourmand, s'est penché sur les toutes petites choses de la théologie dans la somme théologique. Alors moi j'ai toujours imaginé, voilà, mon personnage qui, le monde est trop vaste, et alors je me concentre sur les toutes petites choses, et quand il passe son temps à l'usine à monter les caméras Bolex, ensuite c'est vrai que tout lui semble un peu trop vaste, trop grand et incompréhensible. Et c'était quoi la question ? Vous avez répondu, non, je crois. Ouais. Mais je crois pas, mais enfin, tout le monde a oublié peut-être. Même moi, je crois que j'ai oublié ma question. Je m'arrête un petit moment sur le titre, les petites musiques qui font bien sûr écho à ces boîtes à musique, présente un peu comme un fil rouge, comme ça, pendant tout le roman. Le titre vous est venu naturellement ? Alors les titres, c'est toujours très compliqué, mais là, il est venu assez naturellement, en fait, les petites musiques, parce que ça peut avoir plein de sens, n'est-ce pas ? Donc c'est d'abord les petites musiques qui sont ces boîtes, ces mécanismes colibris, qui sont très très petits, qui se vendent encore, hein. On peut en acheter même à Lausanne, pour les touristes, c'est pas mal, et qui va être un signe de ralliement entre Ivo et Jana durant tout le roman, parce qu'ils se les lancent comme ça, et Jana va inventer un système avec des aiguilles de pin pour retarder le déclenchement. Ça tend, l'aiguille de pin saute, et la musique se met en marche avec un temps de retard. Ensuite, c'est assez banal, mais on dit qu'un écrivain, il doit avoir sa petite musique, c'est-à-dire, et moi j'essaie d'avoir ça, c'est d'avoir quand même, pas un style, mais enfin qu'on puisse reconnaître ça. Et moi je lis à haute voix ce que j'écris parce qu'il faut cette petite musique. Et ensuite, quand on fait un titre, après quand même, on a le titre dans la tête et on googlise, hein. Ah oui, on essaye de voir, mais s'il n'y a pas le titre qui est déjà pris. Et moi, je me souviens, pour le milieu d'horizon, pendant tout le moment où je travaillais sur mon truc, c'était été 76. Ça aurait dû s'appeler été 76. Et puis d'un coup, à Paris, sort un livre chez Gallimard, été 76. Alors voilà, et c'était tout autre chose, hein. Il racontait la sécheresse, enfin la chaleur à Paris et sa découverte du rock'n'roll en 76. C'était un très bon écrivain. Et du coup, on change le nom. Et ensuite, on googlise pour savoir s'il n'y a pas un film ou si c'est déjà quelque chose de très pris. Genre, je me creuse, je pourrais appeler ça L'étranger. Ah ouais, non, alors ça ne va pas marcher, ça. Voilà. Donc, les petites musiques, c'est bon, c'était un titre inédit. Oui, il y a les petites musiques de Mozart, de nuit, ou comme ça, puis après on se dit c'est bon, c'est Mozart. Puis... Ces boîtes à musique représentent aussi cet assemblage complètement parfait. Je lis juste vraiment quelques lignes. Je trouve un des passages les plus représentatifs. Ils sont dans une épicerie. C'est l'épicier qui discute avec une cliente, notamment des événements de mai 68. Et Simon, l'épicier, dit « Je le dis souvent, c'est comme dans une boîte à musique. Chaque pièce a sa place et... si chacun fait ce qu'il doit faire, la mélodie devient harmonieuse. » C'est vraiment aussi cette métaphore de, justement, tout doit entrer dans les bonnes cases pour que la société, finalement, roule de manière harmonieuse. Et Jana est un rouage qui est un petit peu décalé. Oui, c'est ça. Puis comme quand on écrit, on essaye que tout se tient, parce que un roman, c'est un petit monde où tout doit se tenir ensemble. Et les métaphores, quand elles sont filées comme ça, elles peuvent vraiment faire la structure du livre, une espèce de structure un peu souterraine qui fait qu'il y a des motifs comme ça qui reviennent. Justement, dans la musique, il y a des refrains, puis il y a des musiques, des thèmes qui reviennent, des motifs qui reviennent. Et c'est vraiment de faire ça. Parce qu'ensuite, si on prend cette métaphore, on peut aussi la voir dans les insectes. Parce qu'il y a deux moments importants du livre où il y a les fourmilières, en fait, des fourmis rousses qui sont très très grandes dans le Jura. Vous avez déjà vu ces espèces de cônes énormes. Et les fourmis, en fait, c'est des insectes très très particuliers, parce qu'il y a la fourmi ouvrière, la fourmi qui nourrit les larves, la fourmi réserviste, il y a la fourmi qui combat toutes les fourmis ennemies. Et une fourmi ouvrière, elle ne peut pas se transformer en fourmi. Chacun a vraiment son rôle, sa place. Une fourmi ouvrière qui disparaît, bizarrement, la reine va pondre plus d'ouvrières pour compenser, mais elle ne peut pas devenir nourrisseuse de larves. Chacun a vraiment sa fonction. Et en fait, la fourmilière, c'est un organisme vivant dont les parties ne sont absolument rien. Et donc voilà, ça c'est l'autre métaphore qui serait celle de la société. Sans compter qu'elles sont travailleuses.
Hein. Et alors, notamment quand on est à l'école et puis qu'il y a la fenêtre ouverte et qu'on entend tout le cliquetis des ouvriers qui travaillent, c'est comme le cliquetis. Si vous ramenez l'oreille près de la fourmière, vous entendez tout ce cliquetis, la même chose. Voilà. Donc en fait, voilà, je dis toujours, c'est de travailler avec des métaphores pour faire des couches pour que le livre soit épais. Alors il n'est pas épais parce qu'il est, mais que l'épaisseur, elle soit un livre court mais épais dans lequel on peut circuler un petit peu parce qu'il y a des couches différentes. Vous-même, vous possédez des boîtes à musique, vous en enclenchez de temps en temps chez vous ? Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Mais objectivement, cette mécanique de précision qu'il y avait à Sainte-Croix, quand même, c'est hallucinant. Entre les caméras Bolex qui étaient les meilleures du monde. Et je pense que M. Bayer, il sera d'accord avec moi pour dire que les cinéastes, ils adorent ces caméras. Résistantes. Oui, et puis voilà, même Spielberg, ils ont tous commencé. Et puis il a un grain aussi très particulier qui fait que c'est des objets. Voilà. Ensuite, il y avait les tourne-disque Torrance. Ouais. Voilà. Il y avait les machines à écrire, etc. Et pour moi, c'est le sommet presque de l'homme, en fait, de l'intelligence. Parce que c'est de l'intelligence abstraite, mais ensuite, ce qui se réalise dans des machines d'une perfection, sans électricité, n'est-ce pas ? La caméra Bolex, elle fonctionnait sans électricité, des mécanismes comme ça. Comme les boîtes à musique qui ont des ressorts. Et voilà, je pense qu'on n'arrivera plus jamais. En fait, je pense à cette qualité, à faire des objets pareils. Et c'est vrai qu'ils ont manqué dans les années 80 le virage de l'électronique ou ensuite naturellement du numérique. Et ils faisaient les caméras Super 8 aussi, macro zoom. Mais c'est clair, ils avaient l'idée qu'on va faire des caméras pour la vie entière, hein, genre des objets comme une montre qui va se transmettre, je ne sais pas quoi, qui étaient relativement chers. Et quand sont apparus sur le marché les Kodak ou les japonaises, c'était un tout autre concept d'obsolescence programmée. En fait, ces caméras, elles ne sont pas faites pour durer. Et de fait, moi, j'ai eu des caméras, mais c'était uniquement quand les enfants sont petits. Puis après, une fois que il y a une phase dans la vie où éventuellement on veut filmer, et puis ensuite plus. Donc ça va, on les jette, en fait. Donc voilà, puis dans ma tête, je me suis dit, ben voilà, ça, c'était ces protestants des montagnes qui ne pouvaient pas imaginer un gaspillage, qu'on allait faire des objets qui n'allaient pas durer. Et d'où le déclin aussi de Sainte-Croix qu'on découvre aussi à travers les yeux et finalement aussi la vie de Ivo qui justement va voir et va réaliser le déclin de cette industrie. Il travaillera d'abord pour l'usine de machines à écrire et puis petit à petit il va arrêter. Oui, parce que Ivo, en réalité, il s'émancipe très, très naturellement, comme les écoliers là, à Sainte-Croix qui étaient alignés à l'école, puis on va dire, voilà, vous êtes bien alignés. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a inventé les écoles avec l'alignement, hein, c'est qu'on les habitue à être alignés ensuite dans les usines, dans les fabriques. Donc, bien, chacun a sa place devant l'atelier, etc., avec le contremaître qui passe. Donc lui, il commence à travailler sur les grosses machines, les ambassadeurs, je ne me rappelle plus. Les Hermès Baby, je crois. Les grosses, je crois, les 3000. Et en fait, il commence... alors ça, c'est complètement inventé, je ne pense pas qu'il faisait ça, mais il va être testeur des machines pour voir si ça fonctionne. Et il doit taper des lettres un peu bizarres. Oui, dans des classiques de la littérature française. Puis à force de taper le début de Monte Cristo, le début de Balzac, il dit, ouais, je vais peut-être lire la suite. Et d'un coup, il se prend à la lecture, etc. Mais ça, c'est l'influence de Jana, parce que Jana, elle, quand elle est petite, elle écrit des poèmes, enfin des espèces de petits... Hein, et puis c'est cette liberté-là. Et du coup, certainement que le contact avec Jana va l'émanciper. Il ne sera pas ouvrier. Effectivement. Avant de passer la parole au public, j'aimerais qu'on s'arrête encore un petit instant sur la question de la nature et du paysage. Volontiers, si vous pouvez nous lire un dernier extrait ce matin, page 72. Parfait. Et en attendant, vous pouvez déjà réfléchir à vos questions. Rocca s'est assis pour enfiler ses bottes. Il a lorgné Macha toujours dans la même position devant la fenêtre, le regard fixé sur la vitre blanchie par la température extérieure. Il ressentait son angoisse et il a maladroitement endossé sa veste raide et enfoncé sa casquette sur sa tête jusqu'aux oreilles.
Il a maugréé intérieurement contre le manque de souplesse des choses de ce monde, avant de se faufiler, sans rien avoir avalé, dans la nuit par la porte entrebâillée. Tout était uni et brillant dehors. Il n'y avait aucune raison sérieuse pour imaginer que Jana soit proche de la maison. Il n'y avait aucune raison sérieuse pour que ce ne soit pas le cas. Et s'il n'y avait pas eu de traces de pas, elles étaient recouvertes depuis longtemps. Parce qu'enfant, Jana aimait aller s'y cacher, il a pris la direction de la forêt. Il devait repousser la neige à chaque enjambée pour se frayer un passage. Il a encore une fois maudit ce pays et son interminable mauvaise saison, mais il s'est aussi juré qu'il allait avoir du tact avec sa fille. Le ventre vide, il a pataugé sans but dans la poudre une bonne demi-heure. « Jana, Jana !» L'atmosphère impénétrable estompait instantanément ses appels. Le vent glacial créait autour de lui un mouvement désordonné de cristaux acérés. Il brillait par moments au milieu de taches claires, preuve que le soleil essayait de se lever très loin de cet endroit inhabité. Roca avait le sentiment d'être la victime d'une malédiction le visant personnellement. Il a erré dans la forêt de plus en plus convaincu de dessiner des cercles pitoyables dans l'immensité infinie. Ce qu'il apercevait à chaque trouée le désespérait. Partout au loin, des barrières montagneuses cachaient d'autres barrières montagneuses dont, ici ou là, on devinait les sommets encapuchonnés de blanc. La neige bleutée, plissée par le vent, s'enroulait autour de ses pieds pour ralentir sa progression. Roca scrutait l'espace entre les troncs noirs presque alignés des sapinières. Les bourrasques ballottaient des nuées de flocons dans la lumière entre les fûts. L'air saturé de poussière brillante fusillait les yeux. C'était le moment où le ciel se refermait soudain, aussi dense qu'une peau de crème à la surface du lait. Les arbres devenaient prisonniers d'une pâte collante. Il a songé à ces alpinistes coincés dans une anfractuosité du Mont Blanc qui, bras et jambes gelés, n'avaient pas réussi à utiliser le matériel de secours largué tout près d'eux par un hélicoptère. On les avait retrouvés quelques jours après, transformés en statues de glace. Il ne pouvait s'empêcher d'imaginer sa fille raidie, les yeux grands ouverts, figée par le froid. Jana était inaccessible au sens commun. Il le comprenait, mais cela ne le libérait pas d'une immense impression douloureuse. La chair, le sang et la moelle de Roca n'ont plus eu la même souplesse. Le vent et le grésil gagnaient la partie. Il a frissonné. Il allait arriver en retard au travail. Pénétré du sentiment de vivre dans un monde laissé à l'abandon, il est revenu sur ses pas. Merci beaucoup. On sent dans ces passages le froid, la neige, voire le brouillard, mais en même temps, il y a beaucoup de lumière. Ce sont d'une part des personnages lumineux, mais les paysages aussi reflètent une certaine lumière. Et c'est pas le seul roman que j'ai lu de vous où j'ai ressenti l'importance de la lumière dans votre écriture. Oui, je ne sais pas, c'est peut-être un défaut, mais il y a beaucoup de notations atmosphériques, en fait. C'est une sensibilité. Et puis, en fait, la lumière, voilà, c'est un des grands mystères. Hein. Pour l'homme, c'est le temps. Alors moi, je suis prof d'histoire. Le plus grand mystère, c'est le temps. Et la lumière, en fait. Et moi, j'adore la peinture, j'adore vraiment la lumière. Et le temps et la lumière sont liés. C'est le grand mystère. Et moi, quand je constitue des personnages, je les constitue corporellement par la lumière, par des ombres, etc. J'essaye de faire ça comme un peintre pourrait le faire. Faire exister un corps juste avec des couleurs, des ombres, pour avoir une présence, une corporalité. Eh bien, ça se sent énormément dans votre écriture, belle écriture. Merci beaucoup, Roland Buty. J'invite maintenant le public à poser l'une ou l'autre question. Sentez-vous libre. Il y a un micro qui tourne, comme vous savez. C'est toujours la première, la plus dure, mais passons à la deuxième directement. Merci, madame. Oui, bonjour. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui arriverait à Jana aujourd'hui ? Est-ce qu'elle serait aussi enfermée ou est-ce qu'il y a d'autres solutions maintenant ?
Certainement qu'elle ne serait pas enfermée. Hein. En fait, ça a été remplacé par les PLAFA, donc c'est les placements qui sont pour des gens qui sont une menace contre eux-mêmes. Alors, je pense que le contrôle médical, psychiatrique est beaucoup plus strict aujourd'hui, et ça ne peut plus arriver. Et que ça pose d'autres problèmes, hein, parce que définir ensuite, est-ce que je suis un danger vraiment contre moi-même, et qui décide d'un internement, mais c'est quand même beaucoup plus cadré maintenant médicalement, naturellement. Et Jana n'est pas folle, je dirais, elle est juste normale. Aujourd'hui, ce serait une fille normale. Après, moi, je suis aussi dans l'idée que c'était une société qui enfermait les gens, qui les mettait comme ça, qui était très extérieure, et qu'aujourd'hui, pour pas mal de jeunes filles, peut-être l'enfermement, il est un petit peu mental et différent, avec les réseaux sociaux, avec des assignations, des pressions comme ça de groupe qui peuvent exister et qui sont des formes d'enfermement mental desquelles il est peut-être plus difficile même de s'échapper. Merci. Une autre question devant. Merci. Oui, bonjour. Ma question, vous avez parlé de la liberté et des libertés au pluriel. Est-ce que dans votre livre, ce qui est aussi un petit peu avancé ou suggéré, c'est que d'une certaine manière, plus on résiste ou on refuse de renoncer à la liberté, plus quelque part on est amené encore aujourd'hui à restreindre en fait, à restreindre nos libertés. Voilà, je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait bien saisi, mais... Vous pouvez peut-être répéter la question. Oui. Donc, vous avez un petit peu, pas opposé, mais parlé de la liberté de l'enfance, et, enfin que tout est possible, et puis des libertés avec le droit, les possibilités, la contrainte, le principe de réalité. Et est-ce que ce refus de Jana de renoncer à la liberté de l'enfance, où tout est possible, finalement, ça l'a amené à une forme d'aliénation? Ah oui, je pense, parce que la société refuse effectivement cette liberté au singulier. Et si on imagine la liberté comme absolue, je fais absolument ce que je veux, c'est fondamentalement asocial. Par le fait que de toute façon, si je veux exercer une liberté totale, je vais me confronter à la liberté totale de mon voisin. Forcément, ma liberté va déjà être limitée par les relations que je vais avoir avec les autres. Si je dis ma liberté, ce que je veux absolument faire, c'est torturer les gens, vous voyez, genre le marquis de Sade qui était pour la liberté totale, et c'était les libertins, au fond, qui sont la liberté totale, ok, ça pose un problème. La personne qui est torturée n'est pas d'accord, peut-être. Donc en fait, la liberté, même au singulier, ça peut être quelque chose de dangereux aussi. Donc peut-être que la société se protège aussi contre le fait que la liberté totale, c'est aussi la liberté de celui qui veut faire du mal. Hein. Alors, ce n'est pas le cas notamment de Jana, mais je pense qu'un exercice total d'une liberté, c'est impossible dans la mesure où on vit en groupe, de base. Et ensuite, la société va mettre plus ou moins des moyens de contrôle ou de moyens de pression pour que chacun puisse exercer des libertés, mais pas la liberté. Alors ça peut être très varié, ces moyens de contrôle et de limite. Mais voilà, il y a des petits moments peut-être où on se fantasme complètement libre. Justement, moi, c'est quand je suis dans la nature. Et puis que je me mets comme Jana, mais il faut qu'il n'y ait personne, parce qu'on peut, mais que bras en croix, à rester 1 heure de temps à rien faire, puis à sentir les insectes et les choses qui vous arrivent. Et du coup, là, tout d'un coup, on peut avoir l'idée que par l'esprit, on est complètement libre. Parce que la liberté au singulier, c'est une notion philosophique. Et je pense que les notions philosophiques sont toujours très dangereuses quand on essaie de les mettre en œuvre en politique. Et voilà. Non, merci. Une dernière question? Il y aura encore une autre là-bas après. Pouvez-vous me décrire ce qu'est devenue Jana à 40 ans?
Oui, ça c'est une bonne question. Hein. J'ai toujours eu ce fantasme d'avoir effectivement une sorte d'épilogue. Que sont devenus les personnages? Comme pour ceux qui connaissent Canyon Apache de Lucky Luke, où il y a ça, et puis on voit que l'Indien est devenu grand chirurgien à New York, et puis qui fait une opération, mais il met le masque pour tourner autour du... Voilà. Je ne sais pas, sûrement qu'il y a quand même une philosophie à la fin dans le livre, c'est l'idée que pour résister à cette mécanique, la société qui peut vous écraser, elle dit à son frère, je vais essayer de vivre par petits bouts. Voilà. Et si vous vivez par petits bouts, pas d'avoir l'idée de ma vie sera une trajectoire, je vais avoir une carrière, un destin, puis etc. Et puis ensuite, pour ça, je vais entrer dans une logique mécanique de la société. Vivre par petits bouts, c'est peut-être le moyen justement d'être libre. Il y a des petits bouts dans la vie où on peut être libre. Puis si on accumule ces tout petits bouts, peut-être qu'on aura ce sentiment à la fin d'avoir eu une vie un peu libre. Donc j'imagine qu'elle va être... elle va vivre par petits bouts dans un métier proche de la nature. Parce qu'elle n'a jamais voulu travailler. Hein. Mais quand elle était en prison, il y avait un truc qui la faisait fantasmer. Elle n'avait pas accès. C'était les serres où on cultivait les fleurs. Et moi, je la verrais bien faire ça. Être plutôt fleuriste ou de faire une petite école d'horticulture et d'avoir quelque chose comme ça. Merci. On prend une dernière question. Je crois qu'il y avait madame... Qui c'est qui avait la... Oui, vous aviez une question? Je vous remercie pour cet exposé très intéressant. Je reste très frustrée parce que vous ne nous avez pas parlé de lampe aux yeux. Et c'est quelque chose qui m'a énormément touchée parce que je crois me souvenir d'un événement réel qui s'est passé dans le Jura où quelqu'un a disparu dans un lampe aux yeux. Puis j'aimerais savoir si c'est une recherche réelle ou pas, si je fantasme. Alors, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a disparu dans un lampe aux yeux dans le Jura, ça je ne connaissais pas l'histoire. Donc les lampes aux yeux, c'est ces effondrements, parce que c'est du calcaire, d'un coup vous avez des effondrements, alors ça peut être des trous comme ça, plus ou moins profonds, et il y a dans les pâturages parfois des barrières comme ça, c'est bizarre, un carré de barrière, parce que les vaches, elles peuvent d'un coup s'enfoncer et tomber dans un lampe aux yeux. Donc là, ouais, moi j'ai fantasmé sur ce lampe aux yeux parce que j'en visualise un que je connais un petit peu et que ça peut être très profond et puis qu'effectivement plein d'animaux sont tombés là-dedans et puis qu'il y a des couches de squelettes, de l'ours des cavernes jusqu'à la vache qui sont accumulées dans cet lampe aux yeux. Et je crois que c'est un mot jurassien, lampe aux yeux. Je crois qu'en France, ils disent différemment. Voilà. Ils disent trop. Oui, mais il y a peut-être d'autres gens qui... Alors, je me suis inspiré dans le sens qu'il y a un lampe aux yeux, mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui... D'ailleurs, on ne sait pas dans le livre, on va pas spoiler, mais si le bonhomme il reste ou si on va le retirer, parce que là on laisse le mystère. Le lecteur peut choisir. Est-ce qu'il mérite de rester, de mourir là-dedans mais il y a une suggestion quand même, c'est qu'il y a déjà plein d'os. Hein. Et donc, il y a une couche supplémentaire avec ses os à lui. Ouais. Mais peut-être que quand même, il peut crier, quelqu'un va venir le chercher, on ne sait pas. Mais ils ont bien fait en sorte que ce soit lisse et qu'il ne puisse pas grimper. On ne va pas trop divulgacher les détails pour les personnes qui n'auraient pas lu. Voilà, je vous remercie beaucoup, cher public, d'avoir posé vos questions. Puis un grand merci à Roland Buty, que vous pouvez largement applaudir pour cet entretien de ce matin. Pour continuer à célébrer la littérature de Suisse romande, lisez, votez et abonnez-vous.